Je m'appelle Raymond. J'ai 76 ans. J'ai vécu avec une seule femme pendant presque un demi-siècle. Elle s'appelait Jeanne. Elle était vive, elle avait de l'humour, elle parlait fort. Quand elle entrait dans une pièce, on entendait son rire avant de la voir. Les 12 dernières années de sa vie, j'ai été son mari, son infirmier, son ombre, sa mémoire. Au début, c'était des oublis banals. Elle perdait ses clés, elle mélangeait les jours. Moi je rigolais, je disais, tu vieillis, ma vieille. Et elle répondait, toi aussi, mais au moins moi j'ai une excuse. On riait encore. Puis elle a oublié comment cuisiner. Elle, qui ne me laissait jamais toucher aux casseroles. Un jour, j'ai retrouvé une casserole d'eau sur le gaz mais sans eau dedans. Elle s'était évaporée. Elle avait oublié qu'elle avait mis le feu. Elle avait oublié qu'elle avait oublié. J'ai commencé à m'inquiéter. Pas trop fort. Discrètement. Je lui rappelais les choses avec douceur. Je notais tout. J'ai acheté un grand calendrier qu'on accrochait dans la cuisine. Mais au fond, je savais. Et puis un jour, elle m'a regardé dans les yeux, et elle ne m'a pas reconnu tout de suite. C'est comme une gifle muette. Un décalage dans le regard. Comme si t'étais en face d'elle, mais à travers une vitre. Le diagnostic est tombé un mois plus tard, Alzheimer. Je ne lui ai jamais vraiment dit. Pas clairement. J'ai juste dit, on va ralentir un peu. Tu veux bien? Et elle m'a dit, je te fais confiance. Alors j'ai appris. À la laver. À la rassurer. À lui redonner sa cuillère dans la main quand elle oubliait comment manger. À parler lentement. À sourire quand j'avais envie de pleurer. À rester calme quand elle me demandait 3 fois de suite si on était mariés. Je dormais léger. Je me levais souvent la nuit pour vérifier qu'elle n'était pas sortie. J'avais mis une clochette sur la porte d'entrée. Quand elle bougeait, je me réveillais. Les gens me disaient, tu es courageux. Moi je me disais, je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas un héros. J'étais juste l'homme d'une seule femme. Et je ne savais pas comment vivre autrement que près d'elle. Les enfants venaient de temps en temps. Ils faisaient de leur mieux. Mais cette fatigue-là, ils ne la connaissaient pas. La fatigue de ne jamais vraiment s'arrêter. De n'avoir aucune récompense, aucun merci, juste la peur quotidienne que ce soit le jour où tout va s'effondrer. Elle m'appelait de monsieur parfois. D'autres fois, elle me disait, vous me rappelez mon mari. Et moi, je souriais. Je disais, il avait du goût, ce mari-là. Je crois que j'ai perdu des morceaux de moi-même dans ces années. Petit à petit. Sans m'en rendre compte. Mais je tenais. Parce qu'elle était encore là. Et puis un matin, elle ne s'est pas réveillée. C'était doux. Silencieux. Elle avait l'air calme. Son visage n'exprimait rien d'autre que de la paix. Et moi, j'étais là. Assis à côté d'elle. À ne pas savoir quoi faire de mes mains. J'avais passé 12 ans à m'occuper d'elle. Et maintenant? Je n'avais plus personne à porter. J'étais vivant. Mais je ne servais plus à rien. Après son départ, les gens venaient à tour de rôle. Les voisins, les enfants, quelques amis encore debout. Ils déposaient une main sur mon épaule, un plat réchauffable, une phrase automatique. Elle est en paix maintenant. Tu as été un mari exemplaire. Elle n'aurait pas pu avoir mieux. Je hochais la tête. Je remerciais. Mais je n'entendais pas vraiment. Parce que moi, j'étais toujours là. Et je ne savais plus très bien pourquoi. Ceux qui ont vécu ce genre de vide le savent, ce n'est pas la tristesse qui t'écrase. C'est le silence. Le fait que plus rien ne dépend de toi. Plus personne n'attend ta voix. Tu n'as plus besoin de parler doucement le matin, de poser les chaussons au pied du lit, de couper le pain en petits morceaux. Tu te retrouves avec 2 mains qui ne savent plus quoi faire, et des heures entières où personne ne t'appelle. Les premiers jours, j'ai continué par réflexe. Je préparais son bol. Je mettais de l'eau à chauffer. Je regardais l'horloge et je me disais, c'est l'heure des médicaments. Puis je me rappelais. Et je restais debout au milieu de la cuisine, avec ce grand vide autour de moi, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air. J'ai même remis la clochette sur la porte. Pas pour la surveiller. Juste pour l'entendre. Comme si son bruit pouvait faire croire que quelque chose bougeait encore. Le soir,
je laissai la lumière dans la chambre allumée un peu plus longtemps. Pas pour lire. Pas pour faire quoi que ce soit. Juste pour ne pas éteindre trop tôt ce qui avait été notre monde. Les enfants m'ont proposé de venir vivre chez eux. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. Pas dans le bruit, pas dans le rythme des jeunes, pas dans un lit d'amis, entre deux repas imposés. J'avais besoin de rester là où je pouvais encore marcher dans la maison sans bousculer mes souvenirs. Un jour, mon fils m'a dit au téléphone, « Papa, tu dois te reconstruire. » Je lui ai répondu, « Je n'ai pas envie de me construire. Je veux juste respirer un peu. » Il s'est tu. Il ne savait pas quoi dire. Et il n'avait pas tort. Mais il n'avait pas raison non plus. C'est difficile à expliquer, mais quand tu passes 12 ans à t'effacer pour quelqu'un, tu n'existes plus de la même façon. Tu ne penses pas à toi. Tu vis à travers l'autre. À son rythme. À ses besoins. Et quand cette personne disparaît, tu ne sais plus où tu commences. Je ne savais même plus ce que j'aimais manger. Ni quelle musique me faisait du bien. Ni quand j'avais ri pour la dernière fois. Tout était mélangé. Et puis un matin, j'ai ouvert le placard et j'ai vu ses robes. Alignées, repassées. Comme si elle allait revenir. Je me suis assis sur le lit et je suis resté là longtemps. À fixer le tissu, les couleurs. À me rappeler ses mains quand elle boutonnait les chemisiers. Ses doigts qui commençaient à trembler, et moi qui faisais semblant de ne pas le remarquer. Je ne pleurais pas. Pas encore. Mais j'étais vide. Je crois que le plus difficile, ce n'est pas l'absence. C'est la perte de fonction. Je n'étais plus le mari de Jeanne, malade d'Alzheimer. J'étais juste Raymond. Et je ne savais plus qui était ce type. Les jours ont continué. Je me suis mis à marcher. Pas loin. Juste autour du quartier. Je passais devant les mêmes maisons. Les mêmes chiens qui aboyaient. Les mêmes volets fermés. Je crois que j'attendais que quelque chose change dans le paysage. Mais rien ne changeait. C'était moi qui étais différent. Au supermarché, je prenais toujours trop de choses. Par habitude. Je prenais ses yaourts préférés. Son thé à la menthe. Puis j'arrivais à la caisse et je réalisais. Alors je reposais tout. Ou parfois je les achetais quand même, sans raison, juste pour ne pas avoir à expliquer. La pharmacienne m'a demandé une fois, « Et madame ? Elle ne prend plus ses médicaments ?» J'ai répondu, « Elle est partie. » Elle a baissé les yeux. Et elle a dit, « Je suis désolé. » Et j'ai dit, « Moi aussi. » C'était bête. Mais c'était sincère. Un soir, je suis tombé sur une boîte de photos dans le grenier. On avait tout rangé là, après le déménagement de ses parents. J'avais oublié que ça existait. Je me suis assis par terre, sur la vieille moquette, et j'ai ouvert. C'était elle. Partout. Jeune, brillante, insouciante. Moi avec les cheveux. Elle en robe, en bottes, en maillot de bain. Nous deux, bras dessus bras dessous, dans une vie qui n'existe plus. Je regardais ces visages, et je me disais, on ne savait pas. On ne savait pas que ça allait finir comme ça. Mais on a aimé comme si ça ne finirait jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas une crise. Juste un filet tranquille. Comme si mon corps lâchait enfin un peu de ce qu'il gardait en lui depuis des années. Après ça, j'ai dormi comme un enfant. Le lendemain, j'ai fait du café. J'ai ouvert les fenêtres. Et j'ai dit à voix haute, tout seul dans la cuisine, je suis encore là. Et je crois que c'était un début. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Sans réveil. Sans bruit. Comme si mon corps avait gardé l'horaire même après sa disparition. Je me suis levé pour préparer un café. 2 tasses. Par réflexe. J'ai posé la sienne, puis je l'ai rangée. Elle n'était plus là. Et pourtant, son absence remplissait encore la pièce comme une odeur qu'on n'arrive pas à faire partir. Je suis resté debout dans la cuisine, tasse à la main, à regarder le carreau sale de la fenêtre. Il faisait gris. Il y avait ce genre de silence qu'on ne rencontre que quand on a trop aimé et qu'on n'a plus rien à faire. Pas de course. Pas de traitement. Pas de serviette à changer. Juste un homme et son café. Je suis sorti sur le petit balcon. L'air était frais. Pas désagréable.
J'ai posé mes mains sur la rambarde. Et je me suis dit, voilà. T'es encore là. Et tu ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas dramatique. Pas une crise existentielle. Juste une question tranquille, posée dans le vide. Parce qu'après avoir donné tout ton corps, ton temps, ton souffle pour quelqu'un, tu ne sais plus ce que tu fais là quand ce quelqu'un s'en va. Les premiers jours, j'ai continué à faire les gestes. Par habitude. Je changeais les draps. Je préparais les repas à heure fixe. Je notais des choses sur le calendrier, comme si je devais encore me rappeler. Mais le soir, je n'avais plus personne à bord d'heure. Plus personne à embrasser sur le front. Alors je m'asseyais devant la télé, je baissais le son, et je regardais les images défiler sans comprendre les dialogues. Un jour, j'ai sorti la corbeille à linge. Il n'y avait presque rien à laver. Une chemise. 2 torchons. Et j'ai senti un coup de vide au ventre. J'ai compris que même les machines ne me demandaient plus rien. Que même les choses simples m'avaient déserté. Je ne savais plus où ranger mes bras. Je ne savais plus pourquoi je faisais les choses. Plus rien n'avait d'utilité. Et dans cette inutilité, il y avait quelque chose de douloureux. Pas humiliant. Juste triste. Le dimanche suivant, mon petit-fils est venu me voir. Il a 15 ans. Il m'a dit, « Papa dit que tu devrais venir vivre avec nous. » J'ai souri. J'ai dit, « Et toi, tu veux que le vieux dorme dans ta chambre ?» Il a haussé les épaules. Il a dit, « T'aurais la pièce du fond. » Et puis il a ajouté, tout bas, « Mais ça serait bizarre sans mamie. » J'ai regardé ses yeux. Il essayait d'être brave. Fort. Mais je voyais qu'il l'aimait, lui aussi, d'une manière discrète, profonde. Elle lui préparait du riz au lait. Elle lui disait toujours « Mets ton bonnet » même quand il faisait 20 degrés. Il ne la disait pas malade. Il disait juste « Mamie ». Et elle n'était plus là. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Qu'il était gentil d'être venu. Il m'a serré la main. Un peu maladroitement. Et il est reparti. Quand il est parti, j'ai pleuré. Pas pour Jeanne. Pas pour moi. Pour lui. Pour cet âge où on perd les repères et où personne ne t'explique comment faire avec le vide. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie. Papier, enveloppe, timbre. C'était une femme que je ne connaissais pas. Elle avait assisté à l'enterrement. Une cousine éloignée. Elle écrivait, « Je voulais juste vous dire que je vous ai observé, ce jour-là. Vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas pleuré. Mais vous l'aimiez, ça se voyait. Et ça m'a bouleversé. » Je n'ai pas su quoi répondre. Mais cette phrase, « Vous l'aimiez, ça se voyait », m'est restée. Comme un pansement doux posé sur une peau à vif. Oui. Je l'aimais. Et maintenant, je devais apprendre à vivre sans objet direct de cet amour. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime. Pas un roman. Juste des notes. Des bouts de mémoire. Des phrases. Des gestes. Des odeurs. Des choses simples. Jeanne riait toujours en coin quand elle me voyait m'endormir devant le journal. Elle disait que le bruit de la pluie, c'était comme une couverture pour les oreilles. Elle avait peur de perdre ses dents, mais jamais son sourire. Je notais sans ordre. Une page par jour, parfois 2. Parfois rien pendant 3 jours. Mais ça sortait. Et plus j'écrivais, plus je sentais que je la perdais moins. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une résurrection. C'est juste une façon de faire vivre ce qu'on ne peut plus toucher. Et puis un matin, sans l'avoir prévu, j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai pris son vieux châle posé sur le dossier, je l'ai plié, et je l'ai rangé. Pas pour oublier. Pour faire de la place à l'air. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ma vie. Mais je savais une chose. Je voulais qu'elle continue. Pas sans elle. Mais avec elle autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à revenir. Très doucement. Un pas après l'autre. Sans but précis. Mais avec la certitude que je n'étais pas encore fini. Il y a eu des semaines où je ne parlais à personne. Des journées entières où ma voix ne sortait pas. Je m'en rendais compte le soir, en essayant de lire à voix haute un titre de journal pour « faire vibrer les cordes », comme disait Jeanne. J'avais la gorge sèche. Elle me manquait,
cette habitude qu'elle avait de commenter tout ce qu'elle lisait à voix haute, même les emballages de yaourt. Extrait naturel de vanille, tu parles. Je faisais semblant de râler, mais j'aimais bien. Maintenant, les étiquettes restent silencieuses. Un matin, je suis allé au marché. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Quelques pommes, du pain, un peu de fromage. Mais surtout, je voulais voir des visages. Pas leur parler forcément. Juste les croiser. Entendre les voix. Le bruit des sacs, les « bonjour madame » lancés à tout va. C'est étrange, mais ça m'a fait du bien. Comme si le monde continuait de tourner même si je n'en faisais plus partie. Je me suis assis sur un banc avec mon sachet de fruits. Et j'ai regardé les gens passer. Une femme d'un certain âge riait avec le marchand de fleurs. Une mère pressait son petit garçon en colère. Deux jeunes mangeaient un sandwich debout, sans se parler. Et moi, je les regardais, sans juger. Je me disais juste, voilà. La vie continue. Même quand toi, tu t'es arrêté. Je suis rentré à pied, lentement. J'ai mis les pommes dans un compotier. Et je les ai regardées comme si elles allaient me dire quoi faire de l'après-midi. J'ai repris la lecture. Rien de compliqué. Des livres courts, des nouvelles, des carnets. Des auteurs que Jeanne aimait. Je lisais lentement, parfois plusieurs fois le même passage. Parfois je posais le livre sur mes genoux, les yeux dans le vide, parce qu'une phrase me ramenait à elle. Elle disait toujours, les bons livres, ça fait pas rêver. Ça fait te reconnaître. Et elle avait raison. Je me reconnaissais dans la fatigue des personnages. Dans leurs hésitations. Dans leur silence. J'avais l'impression que ma vie était devenue une parenthèse. Et que lire me permettait de revenir entre les lignes. Un après-midi, j'ai eu une idée. Pas une grande idée. Une idée simple. J'ai pris une des lettres que j'avais écrites à Jeanne, sans lui envoyer. Une lettre du carnet. Et je l'ai recopiée au propre. J'ai mis ça dans une enveloppe. J'ai écrit, à ma femme, là où elle est. Et je l'ai postée. Je sais bien qu'elle n'allait pas la recevoir. Ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Pour dire que je pensais encore à elle, que je lui parlais encore. Que ce lien-là, même dans le vide, avait encore du sens. Et le lendemain matin, je me suis réveillé un peu plus léger. Je n'avais pas envie de recommencer une vie. Je n'en voyais pas l'intérêt. Mais je ne voulais pas non plus passer mes journées à regarder les murs. Alors j'ai commencé à sortir plus. À marcher dans des endroits où nous n'étions jamais allés. Des rues nouvelles. Des sentiers que je ne connaissais pas. Je me perdais parfois. Volontairement. Je laissais mes pieds décider. Et quand je croisais des gens, je leur faisais un signe de tête. Parfois un bonjour timide. Et parfois, rien. Juste un regard. Je n'attendais rien. Mais je recevais quand même quelque chose. Un jour, au parc, j'ai vu un homme assis sur un banc, seul. Il avait peut-être mon âge. Peut-être un peu plus. Il regardait les arbres comme s'il leur parlait. Je me suis assis à l'autre bout du banc, sans un mot. On est resté là longtemps, côte à côte, à regarder les feuilles tomber. Et puis, d'un coup, il a dit. Ma femme est morte en janvier. Cancer du pancréas. Je l'ai regardé. J'ai répondu. La mienne, en mars. Alzheimer. Il a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre. Moi non plus. Et pourtant, j'ai senti qu'on s'était compris mieux que si on avait parlé pendant 2 heures. Il s'est levé. Il a dit, bon courage. Et moi, j'ai répondu, à vous aussi. Ce n'était pas une rencontre. C'était un écho. Mais ce jour-là, j'ai senti que j'étais un peu moins seul sur ce banc-là. Quelques jours plus tard, mon fils m'a proposé de venir manger chez eux. Juste un dimanche midi. J'ai accepté. Pas par obligation. Par curiosité. J'avais envie de voir les enfants. D'entendre des voix. De sentir une odeur de cuisine que je n'avais pas préparée. J'ai mis une chemise. J'ai pris un petit bouquet de fleurs. Et j'y suis allé. La maison était pleine. Ça parlait fort. Ça rigolait. Les enfants couraient partout. J'étais assis dans un coin, un peu dépassé, mais pas malheureux.
Ils avaient fait un gratin que Jeanne aimait beaucoup. Ma belle-fille m'a dit, je sais que ça te rappellera quelque chose. J'ai eu un pincement au cœur. J'ai dit merci. Et j'ai mangé. Lentement. Au moment du café, ma petite fille s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, Papy, tu crois que mamie nous voit? J'ai hésité. Puis j'ai dit, non. Je crois qu'elle nous sent. Elle m'a regardé en fronçant les sourcils. C'est quoi la différence? Quand on voit, on est dehors. Quand on sent, on est dedans. Elle a réfléchi. Puis elle a souri. Et moi, j'ai su que je venais de dire quelque chose de vrai. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai allumé une lampe. J'ai posé mon manteau. Et j'ai murmuré. Jeanne, j'ai parlé de toi aujourd'hui. J'espère que t'as senti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri seul dans mon salon. Un matin de printemps, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mairie. Une jeune femme, voix claire, rapide. Elle me demandait si je serais intéressé pour aider dans un groupe de lecture dans la petite bibliothèque municipale. Rien d'engageant, juste venir une fois par semaine pour lire des textes à voix haute à des enfants ou à des personnes âgées. Je lui ai demandé, pourquoi moi? Elle a hésité, puis a dit, vous êtes dans la liste des anciens enseignants, et quelqu'un nous a parlé de vous comme d'un homme bienveillant. J'ai ri. Ancien enseignant? Je suis retraité depuis 20 ans, mademoiselle. Mes élèves sont à la retraite, eux aussi. Elle a ri aussi. Elle m'a dit, c'est justement pour ça qu'on a besoin de vous. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai dit que j'allais y réfléchir. Et elle m'a dit, prenez votre temps. La porte est ouverte. Le lendemain, je suis passé devant la bibliothèque. Elle n'avait pas changé. Les mêmes briques un peu ternes. Les vitres propres mais vieillottes. Un petit panneau aux lectures partagées tous les mardis à 14 heures. J'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait presque personne. Je suis resté là 5 bonnes minutes. Puis je suis parti. Mais 3 jours plus tard, j'y suis retourné. Cette fois, j'ai poussé la porte. Il faisait bon à l'intérieur. Une chaleur douce, un peu de poussière dans l'air. La jeune femme de la mairie était là. Elle m'a reconnu tout de suite. Elle m'a dit, vous êtes venu. Et j'ai répondu, je n'ai promis que d'entrer. Elle m'a présenté les lieux, m'a montré une petite salle avec quelques fauteuils, une étagère de livres pour enfants, une autre pour adultes. Puis elle m'a tendu un mince recueil de nouvelles. Elle a dit, c'est un bon début. Vous voulez essayer mardi prochain? J'ai dit oui. Sans trop savoir pourquoi. Le mardi suivant, je suis revenu. Il y avait 4 personnes âgées et 2 enfants. Les adultes semblaient là par habitude, les enfants par contrainte. J'ai pris le livre, j'ai ouvert à la première page, et j'ai commencé à lire. Ma voix tremblait un peu au début. Je ne savais plus poser les intonations. Puis au fil des phrases, j'ai retrouvé un rythme. Les mots sont revenus. Les silences aussi. Je lisais lentement, avec application. Pas pour impressionner. Pour faire entendre. Pour offrir. Quand j'ai terminé, personne n'a applaudi. Mais une dame m'a regardé et a dit, c'était clair. On entendait bien. C'était peu. Mais c'était beaucoup. À la fin, les 2 enfants sont venus me voir. Le garçon m'a demandé, vous faisiez quoi avant? J'ai répondu, j'étais prof. Et maintenant, je suis lecteur bénévole. Il a fait oui de la tête. Et la petite fille, très sérieuse, a dit, vous avez une voix de papy gentil. J'ai souri. Et j'ai compris que j'allais revenir. Pas pour occuper mon temps. Mais pour donner un peu de présence. Comme on tend la main à quelqu'un dans le noir. Petit à petit, je suis devenu un habitué. Je lisais chaque semaine. Parfois un conte. Parfois une lettre ancienne. Parfois même un de mes textes, ceux que j'écrivais dans mon carnet. Sans dire que c'était de moi. Un jour, une dame m'a demandé, ce texte sur la femme qui oublie les dates, c'est de qui? J'ai hésité. Puis j'ai dit, c'est d'un homme qui a beaucoup aimé. Elle n'a pas insisté. Mais elle a souri. C'est dans cette bibliothèque que j'ai rencontré Yvette. Elle venait souvent. Elle s'asseyait toujours à la même place, près du radiateur. Elle écoutait avec attention,
prenait parfois des notes. Un jour, à la fin d'une lecture, elle est restée un peu. Elle m'a dit, « C'est bien, ce que vous faites. Vous lisez comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez. » Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai dit, « C'est peut-être le cas. » Elle a hoché la tête. Puis elle a ajouté, « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Il y a longtemps. Mais certains jours, je l'entends encore dans ma cuisine. » On a ri. Pas pour se moquer. Pour se reconnaître. Depuis ce jour-là, on a commencé à se parler un peu plus après les séances. 5 minutes. Puis 10. Puis un café en face, dans la petite brasserie de la place. Elle me racontait ses chats, ses enfants qu'elle voyait peu, ses douleurs de dos, ses lectures préférées. Et moi, je parlais de Jeanne. De ses confitures. De sa mémoire qui partait en miettes. De mes dimanches vides. De mes nuits plus longues qu'avant. Et elle écoutait. Sans couper. Sans corriger. C'était agréable. Pas un flirt. Pas une amitié non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de simple, une présence. Un jour, je lui ai dit, « Tu sais, parfois je me sens coupable d'aller mieux. » Elle a répondu, « C'est parce que tu crois que souffrir, c'est rester fidèle. » Et elle a ajouté, « Mais aimer, c'est vivre encore. Pas s'arrêter. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a fait pleurer, le soir, en silence, dans ma cuisine. Mais c'était des larmes qui lavaient, pas qui noyaient. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler de Jeanne au passé. Je dis, Jeanne aime le thé à la menthe. Jeanne rit doucement quand il pleut. Jeanne est là, dans mes gestes, dans ma voix, dans mes silences. Parce que je crois qu'elle continue, elle aussi. À sa manière. Par ce que je fais. Par ce que je transmets. Par la manière dont je m'assieds, dont je prononce certains mots, dont je serre la main des enfants. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être encore là. Je ne sais pas exactement quand j'ai recommencé à parler comme avant. Pas pour demander une baguette, pas pour dire bonjour. Pour parler vraiment. Raconter. Me souvenir. Dire ce que j'avais sur le cœur. Peut-être que c'est Yvette qui m'a déverrouillé. Peut-être que c'est les enfants qui m'écoutaient sans juger. Ou peut-être que j'étais juste fatigué du silence. Toujours est-il que j'ai accepté un jour de prendre la parole lors d'un petit cercle de discussion à la bibliothèque. Le thème, c'était la mémoire des gestes. Une idée un peu floue, inventée par la jeune responsable du lieu. Je n'y croyais pas trop. Mais elle m'avait dit, vous avez des choses à dire. Et ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui n'a pas peur de parler doucement. Alors j'ai dit oui. Il y avait une dizaine de personnes. La plupart plus jeunes que moi. 2 femmes, visiblement aidantes familiales. Un homme en fauteuil. Une étudiante. Et un monsieur discret qui ne parlait pas, mais qui écoutait intensément. J'ai commencé comme ça. Je ne suis pas là pour donner de leçons. Je ne suis pas psychologue, ni écrivain, ni formé à quoi que ce soit. Je suis juste un homme qui a passé 12 ans à veiller sur sa femme, jour et nuit. Et qui a eu très peur de ne plus exister quand elle est partie. Silence. Puis j'ai parlé du début. De la première fois où elle ne se souvenait plus de la date. Du jour où elle a confondu notre fils avec son frère. Du moment où elle a eu peur de moi. J'ai raconté les gestes. Les petits. Ceux qu'on n'écrit jamais dans les livres de médecine. Comment laver les cheveux sans faire peur. Comment réchauffer la soupe sans la brûler. Comment rassurer quelqu'un qui pense qu'il est chez des inconnus. Comment aimer encore quand l'autre ne te reconnaît plus. Et à la fin, j'ai dit, quand elle est morte, je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Parce qu'en réalité, je la perdais un peu chaque jour depuis longtemps. Et que ça eut sans que ça se voie. Je croyais que ça allait tomber dans le vide. Mais non. Les gens ont hoché la tête. Une femme a murmuré, « Merci ». Et là, j'ai compris que j'avais dit quelque chose d'utile. Les jours suivants, j'ai été invité à d'autres discussions. D'abord dans une maison de retraite, puis dans un petit groupe d'aidants. À chaque fois, je me disais, je ne suis pas légitime. Et à chaque fois, quelqu'un me disait, vous avez mis des mots sur ce que je n'arrivais pas à dire. C'est fou, comme parler soulage. Pas seulement soi. Les autres aussi.
À force de raconter, j'ai compris qu'il fallait que je laisse une trace. Pas pour republier. Pas pour faire un livre. Juste pour poser quelque part tout ce que Jeanne et moi avions traversé. Alors j'ai repris mes carnets. J'ai rassemblé les bouts de phrases. Les souvenirs. Les dialogues griffonnés. Les pensées nocturnes. Et j'ai commencé à tout retaper à l'ordinateur. C'était lent. Mes doigts glissaient. J'oubliais des touches. Mais j'y mettais du cœur. Je travaillais le matin. Avec un café tiède. La lumière douce qui entrait par la fenêtre. Parfois un silence lourd, parfois un chant d'oiseau. C'était ma manière à moi de continuer à vivre avec elle. Pas en arrière. Pas dans la nostalgie. Mais dans une mémoire active. Vivante. Respectueuse. Yvette m'a aidé. Un peu. Elle venait une fois par semaine. Elle lisait ce que j'avais tapé. Elle faisait des suggestions. Elle corrigeait des fautes. Mais surtout, elle m'écoutait. Elle me disait, ça, c'est fort. Ou bien, là, tu peux aller plus loin. Un jour, elle m'a dit, tu sais, ce que tu écris, ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire de dignité. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Mais ça m'a touché. Parce qu'elle avait raison. Jeanne n'était pas juste ma femme malade. Elle était une personne entière. Et moi, j'avais essayé de respecter ça jusqu'au bout. Et aujourd'hui, en écrivant, je faisais pareil. Un matin, j'ai imprimé quelques pages. Je les ai lues à voix haute dans la salle de lecture. Il y avait peu de monde. 4 personnes. Mais c'était suffisant. Je leur ai lu un passage où Jeanne, confuse, croit que Noël approche alors qu'on est en juillet. Et moi, je lui installe le sapin dans le salon, en pleine canicule, pour ne pas la contrarier. Quand j'ai fini, une dame a essuyé une larme. Elle m'a dit, mon mari a eu un AVC. Il ne parle plus. Mais je crois qu'il me reconnaît quand je lui tiens la main. Vous m'avez rappelé que c'est ça, l'essentiel. Et là, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais cru silencieux, avait une valeur. Pas spectaculaire. Mais humaine. Et que ça, personne ne pouvait me l'enlever. Quand on commence à aller mieux, ce n'est pas une libération. C'est une inquiétude. C'est comme sortir d'une pièce sombre et cligner des yeux devant la lumière. On ne sait pas si on a le droit d'être dehors. Si ce n'est pas trop tôt. Si ce n'est pas une trahison. Je me sentais mieux, oui. Je dormais un peu mieux. J'écrivais. Je parlais. Je riais, même, parfois. Je regardais les gens dans les yeux. Je ne cherchais plus systématiquement à éviter les photos de nous deux. Je n'avais plus ce nœud dans le ventre au réveil. Mais avec ça venait une autre sensation. Un malaise. Comme si je trahissais Jeanne en allant mieux. Comme si je lui disais, merci pour tout, tu peux disparaître maintenant. Et ça, je ne pouvais pas. Je n'en parlais à personne. Ni à mes enfants. Ni à Yvette. Je faisais comme si tout allait bien. Comme si j'acceptais le progrès. Mais en moi, une voix disait, et si tu oublies? Et si, à force de vivre, tu l'effaces? Un jour, en mettant la table, j'ai sorti 2 assiettes. Par erreur. Par automatisme. Et au lieu de corriger, j'ai laissé les 2 assiettes. J'ai mangé seul, en face d'une chaise vide. Et j'ai parlé à voix basse. Je lui ai dit. Tu m'en veux pas, hein? Si je souris. Si je ris. Si je continue. Pas de réponse, évidemment. Juste le cliquetis de la cuillère. Mais ça m'a fait du bien. Quelques jours plus tard, Yvette m'a invité à une sortie. Pas un rendez-vous. Une visite. Une expo photo dans un ancien moulin. Rien de romantique. Juste 2 personnes qui apprécient les mêmes choses. J'ai dit oui. Et puis j'ai paniqué. Et si quelqu'un nous voyait? Et si mes enfants se faisaient des idées? Et si Jeanne me voyait? Oui, je sais. C'est irrationnel. Mais le deuil n'est jamais logique. Mais j'y suis allé. L'expo était belle. Des portraits de gens simples, des paysages de campagne, des scènes de la vie quotidienne. Rien de spectaculaire. Juste des regards vrais.
Yvette m'a pris doucement par le bras quand j'ai perdu l'équilibre devant une photo de vieille dame assise seule dans une cuisine. Elle m'a dit, « Ça te rappelle quelque chose ?» J'ai répondu, « Oui. » Et en même temps, rien du tout. Parce qu'elle est partie, mais la cuisine est restée. Elle a hoché la tête. Elle a murmuré, « On garde les pièces plus longtemps que les gens. » Sur le chemin du retour, elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à adopter un chien. Un chien? J'ai ri. Je lui ai dit, je n'ai pas l'énergie. Et puis, je ne veux pas m'attacher pour revivre encore une séparation. Elle n'a pas insisté. Elle a dit, je comprends. Mais la question est restée. Pas parce que j'avais envie d'un chien. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me posait une question tournée vers l'avenir. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé une photo de Jeanne jeune, qu'elle avait glissée dans un vieux livre. Elle avait peut-être 20 ans. Les cheveux en chignon, une robe simple, un sourire un peu timide. Je l'ai posée sur mon bureau. Je l'ai regardée longtemps. Et je lui ai parlé. Encore une fois. Je lui ai dit. Je t'oublierai pas. Même si je change. Même si j'avance. Tu seras là dans chaque décision. Chaque silence. Chaque moment où j'hésite. Tu seras là, pas pour me retenir. Mais pour me rappeler qui je suis. Et j'ai compris, ce jour-là, que continuer à vivre n'était pas une trahison. C'était une forme de fidélité. Yvette et moi avons continué à nous voir. Pas souvent. Pas trop. Comme deux survivants qui marchent côte à côte, sans trop savoir s'ils vont au même endroit. Mais contents de ne pas marcher seuls. Un dimanche, elle m'a invité à déjeuner chez elle. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. On a mangé simple. Un gratin, une salade, une tarte. Elle a mis un disque de musique classique. On a parlé un peu. On s'est tu aussi. Et en partant, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. Elle m'a regardé, longuement. Et elle m'a dit. Tu sais, Raymond. Jeanne serait fière de toi. Je n'ai rien répondu. Mais sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Pas de douleur. De soulagement. Ce soir-là, j'ai repris mes carnets. J'ai ajouté une ligne. Aujourd'hui, j'ai accepté que l'amour peut exister sans appartenir à personne. Et je me suis endormi en paix. Je n'avais pas remis les pieds là-bas depuis qu'elle était partie. Le village de vacances où on allait chaque année. Pas loin, dans le Jura. Rien d'exotique. Juste une maison modeste, entourée d'arbres, avec un petit marché le dimanche et un sentier qu'on prenait toujours en fin de journée. Je n'avais pas osé y retourner. Trop de souvenirs. Trop de rires dans les couloirs. Trop de gestes que je n'étais pas prêt à revivre seul. Mais cette année-là, au mois de juin, je me suis levé un matin, j'ai regardé mon carnet de notes, et j'ai écrit. Et si tu y retournais? Juste pour voir. Pas pour me punir. Pas pour ressasser. Juste pour marcher. Pour respirer. Pour vérifier si les murs portaient encore sa voix. J'ai réservé une seule nuit. Je me suis dit, si c'est trop, je pars. Le trajet en train m'a paru plus long que d'habitude. Peut-être parce que cette fois, personne ne s'endormait sur mon épaule. Personne ne me demandait si j'avais bien pris les biscuits au citron. Personne pour dire, oh, regarde les vaches. Mais le paysage était le même. Et moi, j'étais là. Un peu courbé, un peu plus lent. Mais vivant. Quand je suis arrivé, j'ai failli rebrousser chemin. La façade n'avait pas changé. La dame à la réception m'a reconnu vaguement. Elle a dit, vous étiez venu avec votre femme, non? J'ai répondu, oui. Jeanne. Et elle a fait une petite moue de compassion. Pas trop appuyée. Juste ce qu'il faut. J'ai pris ma clé. J'ai monté l'escalier. Et j'ai poussé la porte. La chambre était exactement comme dans mon souvenir. Le même couvre-lit fleuri. La même fenêtre sur les sapins. La même odeur de bois ancien. Je me suis assis sur le lit. Et j'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et j'ai murmuré, je suis revenu. T'as vu? Je n'ai pas pleuré. Pas ce soir-là. Mais j'ai dormi d'un sommeil étrange. Riche en images. En bruit. En sensations.
J'ai rêvé d'elle, mais pas comme avant. Elle ne parlait pas. Elle était là, juste là, posée dans le rêve, comme une présence douce. Et moi, je marchais à côté. Sans chercher à la retenir. Au réveil, j'ai préparé un petit sac. Et je suis allé marcher. Le sentier qu'on prenait toujours. Celui avec les pierres glissantes et les racines traîtresses. J'y suis allé lentement. Avec précaution. Mais j'y suis allé. À mi-parcours, j'ai retrouvé notre banc. Un vieux tronc, à moitié rongé par le temps. Elle s'y asseyait toujours pour reprendre son souffle. Et moi, je lui tenais la main. Je me suis assis. J'ai fermé les yeux. Et j'ai laissé venir. Les images. Les phrases. Les rires. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas lutté. J'ai juste laissé venir. Et au bout d'un moment, j'ai dit à voix basse. Tu sais, je crois que j'ai arrêté d'avoir peur de te perdre. Parce que je t'ai en moi. Pour de bon. Et c'était vrai. Quand je suis rentré à l'hôtel, je me suis senti vidé. Mais pas triste. Calme. J'ai pris une douche. J'ai préparé mes affaires. Et au moment de partir, j'ai laissé un petit mot sur la table de nuit. Merci pour tout. Tu peux te reposer maintenant. Moi, je continue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que j'en avais besoin. Peut-être parce qu'il fallait poser un geste. Une sorte de bénédiction silencieuse. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre du train. Et cette fois, j'ai vu les vaches. Et j'ai souri. Quand je suis rentré chez moi, la maison ne m'a pas semblé vide. Elle m'a semblé accueillante. Je me suis dit, je suis revenu dans un lieu habité. Pas par des fantômes. Par une mémoire qui ne fait plus mal. Ce soir-là, j'ai appelé Yvette. Je lui ai dit. J'aimerais te faire goûter un fromage qu'on achetait là-bas. Elle a ri. Elle a dit. Tu veux dire on comme vous deux, ou on comme nous deux? J'ai fait une pause. Puis j'ai répondu. Peut-être les deux. Et elle n'a rien dit. Mais je crois qu'elle a compris. Depuis que j'étais rentré du Jura, je marchais plus droit. Les voisins me le disaient, vous avez bonne mine, Raymond. Je répondais que c'était le bon air de la montagne. Mais ce n'était pas que ça. C'était une autre posture. Quelque chose avait changé en moi. Je ne portais plus ma douleur comme un sac. Je la portais comme un foulard. Elle était encore là, mais plus légère. Plus intégrée. Je n'avais pas tourné la page. Je déteste cette expression. Jeanne n'était pas un chapitre. Elle était la matière même du livre. Et moi, je continuais à l'écrire, avec elle dedans, sans qu'elle en ait besoin pour être visible. Mais maintenant que j'étais revenu, que la maison ne me faisait plus peur, que le matin n'était plus un combat, une nouvelle question apparaissait, plus difficile. Et maintenant? Pas comment continuer à vivre sans elle. Mais à quoi ça sert, ce qui me reste? Je suis retourné à la bibliothèque. Mes lectures hebdomadaires avaient un petit succès. On me reconnaissait. On m'attendait. Un jour, un enfant m'a dit, « Toi t'as une voix qui fait pas peur, même quand tu lis les trucs tristes. » J'ai ri. J'ai répondu, parce que je lis avec les épaules détendues. Mais au fond, je sentais que je voulais faire plus. Pas pour occuper mes journées. Pour transmettre. J'ai pris un carnet neuf. J'ai écrit en première page. Ce que je ne veux pas emporter avec moi. Et j'ai commencé à remplir. Des choses simples. Des phrases. Des scènes. Des regrets aussi. Mais surtout, des gestes. J'ai écrit comment Jeanne aimait que je lui parle à l'oreille même quand elle ne comprenait plus. J'ai noté la façon dont elle frottait ses mains quand elle était nerveuse. J'ai décrit le bruit de sa respiration la nuit, quand elle dormait encore paisiblement. Je ne voulais pas que ça disparaisse. Pas comme ça. Pas dans l'oubli. J'ai aussi noté ce que j'avais appris en la soignant. Comment faire confiance au silence. Comment comprendre un regard flou. Comment ne pas céder à l'impatience. Comment s'aimer sans attendre de retour. Je n'écrivais pas pour moi. J'écrivais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Quelqu'un qui, un jour, vivrait peut-être la même chose.
Un soir, j'ai proposé à la responsable de la bibliothèque d'organiser une lecture un peu spéciale. Pas une conférence. Pas un témoignage. Juste une lecture intime. Quelques extraits de mon carnet. Elle a accepté. On a mis des chaises en cercle. Une lumière douce. Un silence complice. Il y avait des jeunes et des vieux. Une femme enceinte. Un homme seul. Une dame avec un châle sur les genoux. Et moi, au centre. J'ai lu lentement. Un extrait sur les mains. Un autre sur la peur de la nuit. Un sur le silence des derniers jours. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai vu que d'autres le faisaient. Et à la fin, une femme s'est approchée. Elle m'a pris la main. Elle a dit : « Mon mari est en train de partir. Moi, je suis encore là. Je ne sais pas comment faire. » Je lui ai répondu : « Vous n'avez rien à faire. Juste à être là. C'est déjà énorme. » Cette lecture-là a changé quelque chose. Pas dans ma vie. Dans ma posture. J'ai compris que j'étais devenu un passeur. Pas un donneur de leçons. Pas un vieux sage. Juste un homme qui avait traversé une tempête, et qui pouvait, maintenant, tendre une lanterne à ceux qui étaient encore dans la nuit. Et j'ai aimé ça. Pas par orgueil. Par sens. Parce que ça donnait une forme à ce qui, pendant longtemps, n'avait été qu'un grand vide. Yvette était là ce soir-là. Discrète. Au fond de la salle. Elle ne m'a pas parlé tout de suite. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un petit mot dans ma boîte aux lettres. Ce que tu as vécu, tu ne l'as pas gardé pour toi. C'est la plus belle forme de fidélité. J'ai gardé ce papier dans mon portefeuille. Encore aujourd'hui, il est là. Plié en deux. Usé sur les bords. Mais intact. Le lendemain, j'ai fait quelque chose de symbolique. Quelque chose que je repoussais depuis longtemps. J'ai rangé la boîte à médicaments de Jeanne. Elle traînait encore dans un tiroir. Les cachets étaient périmés. Mais je n'avais jamais pu m'y résoudre. C'était comme si tant que cette boîte était là, un bout d'elle survivait. Mais ce matin-là, je l'ai prise. J'ai trié. J'ai vidé doucement les plaquettes. J'ai respiré longuement. Et j'ai refermé le couvercle. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai posé dans la cave. Sur une étagère. Avec respect. Parce qu'on ne jette pas ce qui nous a sauvés. Mais on peut, un jour, le poser. J'ai toujours cru que le deuil, c'était un passage. Un tunnel qu'on traverse pour retrouver la lumière. Une douleur à vivre pour tourner la page. Mais en réalité, ce n'est pas un tunnel. C'est un paysage. Un nouveau pays dans lequel on s'installe. Avec ses saisons, ses bruits, ses absences. Et ses petites beautés. Et moi, j'ai fini par m'y installer. Pas à contre-cœur. Pas en m'effondrant. Juste, à mon rythme. J'ai commencé à ressentir mon âge autrement. Pas dans les douleurs. Pas dans les articulations. Dans le regard des autres. Dans les « vous avez besoin d'aide » au marché. Dans les « on va vous montrer comment faire » à la poste. Dans les silences polis qu'on m'accorde quand je parle un peu trop longtemps. Et un jour, je me suis regardé dans la glace. Longtemps. Et j'ai vu un homme vieux. Mais pas cassé. Pas amer. Un homme qui avait aimé, qui avait perdu, qui avait appris. Et qui n'avait plus envie de courir. Je me suis mis à ranger mes affaires. Pas comme un testament. Pas pour préparer. Juste pour alléger. J'ai trié les livres. Les papiers. Les objets que je gardais au cas où. J'ai donné. Jeté. Offert. Et j'ai gardé peu de choses. Une montre qui ne fonctionne plus mais que Jeanne m'avait offerte. Un foulard qu'elle portait souvent. Un vieux dictaphone où j'avais enregistré sa voix, une fois, sans lui dire. Et mes carnets. Tous mes carnets. Un jour, j'ai proposé à la bibliothèque de les laisser dans une boîte libre. Si un jour je ne suis plus là, j'ai dit, quelqu'un pourra tomber dessus. Et peut-être, ça lui fera du bien. La responsable a souri. Elle m'a dit, tu ne veux pas les publier ? J'ai répondu, non. Je veux les offrir. Ce n'est pas un livre. C'est une main tendue.
Et elle a compris. Yvette venait encore. Moins souvent. Nos rythmes avaient changé. Elle avait sa famille, ses douleurs à elle. Mais on restait liés. Par cette mémoire commune. Par ce silence partagé. Un jour, on a marché dans un parc. Elle m'a dit, j'ai peur de mourir seule. Et moi, j'ai répondu, moi, j'ai peur de mourir sans avoir dit l'essentiel. Elle a posé sa main sur la mienne. Et elle a dit, tu l'as dit. Tu le dis à chaque fois que tu parles. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Je n'avais plus besoin de faire. Juste d'être. D'être encore là, doucement, honnêtement, pleinement. Je ne cherche plus à remplir mes journées. Je les laisse venir. Parfois, je passe une heure à regarder la lumière bouger sur le mur. Parfois, je parle à voix haute dans la cuisine. Parfois, je relis les lettres de Jeanne. Et parfois, je ne fais rien. Mais ce rien n'est doux. Ce n'est pas du vide. C'est une présence lente. Mes enfants me parlent plus souvent maintenant. On ne se dit pas grand-chose, mais on est là. Ma petite fille m'a offert un carnet neuf pour mon anniversaire. Elle m'a dit, tu pourras continuer à écrire, pour moi cette fois. Je lui ai souri. Et j'ai écrit la première phrase le lendemain. Ce que j'ai appris en vieillissant, c'est qu'il faut beaucoup de silence pour entendre ce qui compte. Je n'écris plus tous les jours. Mais quand j'écris, je sais pourquoi. Et pour qui. La nuit, je rêve encore de Jeanne. Moins souvent. Mais parfois. Elle est là, calme. Elle marche devant moi. Elle se retourne, elle sourit. Et je la suis. Pas pour la rattraper. Pour l'accompagner encore un peu. Et au réveil, je me dis. Merci. Tu m'as montré le chemin. Le reste, je vais le faire tout seul. Mais je t'emmène avec moi. Ce matin, j'ai ouvert les volets un peu plus tôt que d'habitude. L'air sentait la pluie d'hier. Les arbres de la cour goûtaient doucement. Il y avait une lumière blanche, paisible. Ce genre de matin qu'on n'annonce pas, mais qu'on savoure comme un cadeau inattendu. Je me suis assis à ma table. J'ai versé le café. J'ai regardé la tasse un long moment, sans rien faire. Et j'ai pensé à Jeanne. Pas avec douleur. Avec un sourire. Un vrai sourire. Un de ceux qui ne cachent rien. Ni les manques, ni les années, ni les cicatrices. Juste un sourire tranquille, d'homme fatigué, mais pas brisé. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Je vis seul, oui. Mais pas vide. J'ai une routine. Des livres. Des balades. Quelques visites. Une photo d'elle sur le buffet. Un carnet à moitié rempli. Et parfois, une voix intérieure qui me dit, t'as bien fait. J'ai aimé. J'ai perdu. J'ai tenu. J'ai partagé. Et maintenant, je respire. Je ne cherche plus à être utile. Je cherche à être vrai. J'ai écrit une dernière lettre pour elle. Pas une lettre d'adieu. Une lettre de remerciement. Je l'ai pliée. Je l'ai rangée dans mon carnet. Elle dit juste. Merci de m'avoir laissé devenir quelqu'un de plus grand que ce que je croyais être. Merci pour l'amour, même abîmé. Merci pour la patience, même douloureuse. Merci pour m'avoir appris à rester, quand tout en moi voulait fuir. Et à la fin, j'ai ajouté. Je vais bien. Tu peux vraiment te reposer, maintenant. La semaine prochaine, la bibliothèque va organiser une lecture publique avec quelques extraits de mes textes. Ce sera sans moi. J'ai demandé à Yvette de lire à ma place. Elle a dit oui. Avec une émotion discrète. Je ne veux pas être applaudi. Je veux juste que mes mots vivent un peu. Qu'ils fassent du bien à quelqu'un que je ne connaîtrai jamais. Et après ça, je rangerai mes carnets. Pas pour oublier. Pour ne plus avoir besoin de tout écrire. Parfois, quand le vent souffle un peu plus fort, j'imagine sa voix dans le feuillage. Pas clairement. Pas comme une hallucination. Juste une sensation. Comme un dernier je suis là. Et je réponds en silence. Moi aussi, Jeanne. Moi aussi, je suis encore là. Et ça me suffit. C'est tout ce que j'avais à dire. Pas de leçon. Pas de morale. Juste une histoire vraie, simple.
Celle d'un homme qui a aimé. Et qui a tenu. Jusqu'au bout. Et un peu après. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé ou quelqu'un que vous avez été, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne raconte pas pour faire du bruit. On raconte pour que personne ne reste seul avec sa mémoire.